C'est un triste constat que l'on peut faire avec le temps, celui de nos libertés qui déclinent. Je vais pas tout énumérer ici, hein. Évidemment la liste serait un petit peu trop longue. Par contre, on peut voir le côté plein du verre. Oui, la possibilité par exemple de vous informer, nous l'avons encore. Et c'est d'ailleurs un droit, voire même un devoir que de le faire. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTFCH avec Bruno, avec Philippe, avec Christiane et avec Jean-Pierre qui nous accompagne ce soir. Et vous également, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, cette journée où le printemps s'annonce, je ne sais pas en tout cas ailleurs, mais ici, sur la région Rhône-Alpes, le printemps s'est annoncé depuis hier avec des chaleurs assez soutenues. Alors, on a moins chaud aujourd'hui, mais on sait que on voit que c'est le printemps qui arrive. Donc, évidemment, on a toutes les forces qui poussent. Les forces de la nature, bien entendu, et puis les forces dont je vous ferai pas le dessin, le descriptif, les forces des Français qui sont en train de bouger aussi, et ça va dans le bon sens. Voilà. Oui, tout à fait, Philippe. Et moi, j'ai une actualité toute récente que je viens d'entendre. Ça y est, les agriculteurs ont décidé de remonter vers Paris. Donc, eh bien, ils ont compris que, effectivement, par rapport au sujet dont Sylvain va nous parler tout à l'heure, de ce soir, eh bien, les agriculteurs commencent à réagir, se rendant compte que finalement, on les a encore pris pour des imbéciles, pour rester polis. Oui. Non, je voulais juste te dire qu'ils avaient déjà réagi, qu'on les a pris pour des imbéciles et que là, ils sont dans une deuxième phase, dans une deuxième réaction qui montre que le mouvement est soutenu et qu'il n'est pas éphémère et qu'il ne s'arrêtera pas. Voilà. Alors moi, je vais amener une petite information un peu plus positive. Enfin non, c'est pas que cela n'est pas positif, mais je voulais vous parler d'un sauveur de poules. Et oui, un sauveur de poules. Il s'appelle Goran, le permaculteur. Il a des vidéos sur YouTube, je vous encourage à aller les voir parce qu'il donne plein d'astuces pour faire pousser les légumes, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les élevages intensifs de poules parce qu'au bout d'un an et demi, elles sont réformées, elles vont aux abattoirs, ça fait même pas de la viande, je sais pas ce qu'ils en font, peut-être de l'alimentation pour chiens, j'en sais rien. Et lui, il a pris 50 poules. Il nous a montré une poule qu'il avait sauvée il y a 2 ans. Elle est redevenue toute belle alors qu'avant, elle avait plus de plumes. C'est une deuxième vie pour ces chères poules. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui ont des idées positives comme ça pour contrer les idioties de la production intensive. Très bien. Bon, on va rester dans le positif. On va imaginer les réactions, par exemple, des Français face au totalitarisme. Il faudrait tout simplement qu'ils réagissent comme il va être dit dans l'actualité en images. C'est un message de Émile Coué. L'actualité en images, et on se retrouve juste après. En 1950, le docteur Richter a réalisé une série d'expériences inquiétantes mais fascinantes en utilisant des seaux, de l'eau et des rats. Dans la première partie de cette expérience, il a placé les rats dans des seaux remplis à moitié d'eau. Et malgré le fait que les rats soient de bons nageurs, ils se sont tous noyés après environ 15 minutes. Attention, la deuxième partie de cette expérience est particulièrement sadique. Dans la seconde partie de cette expérience, le docteur Richter a répété le même processus. Mais juste au moment où les rats allaient se noyer, il les a retirés de l'eau, il les a séchés et il les a laissés se reposer environ 5 minutes avant de les remettre dans le seau d'eau pour un deuxième tour. Ma question c'est, combien de temps pensez-vous que les rats ont tenu lors de cette deuxième tentative? Pas seulement 5, 10 ou 15 minutes, mais 60 heures. 60 heures. Comment est-ce possible? Eh bien simplement parce que les rats croyaient qu'éventuellement, quelqu'un viendrait les sauver. Comme ça avait été le cas auparavant. Le pouvoir de la croyance a augmenté leur endurance de 23 900%. Ce qui veut dire que les rats qui se noyaient après environ 15 minutes n'étaient en réalité qu'à 0,42% de leur réel potentiel. Le fait de croire que la situation va s'améliorer, que le résultat souhaité va être atteint, augmentera de façon extraordinaire votre capacité à endurer et à tenir bon. Toute idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité dans le domaine de la possibilité. Si par exemple nous avons une jambe coupée et que nous nous imaginions que cette jambe va repousser, naturellement elle ne repoussera pas, parce que cela est impossible. Mais si nous éprouvons une douleur dans une partie quelconque de notre individu, si nous avons des organes qui ne fonctionnent pas normalement, si nous avons des idées tristes et que nous nous imaginions que la douleur va disparaître, que les organes malades vont fonctionner de mieux en mieux, que les idées tristes vont s'évanouir pour faire face à des idées gaies, cela se produira, parce que cela est possible. Eh bien, voilà une bonne façon d'enrayer la doctrine, par exemple, Émile Coué, avec tout simplement le pouvoir de la croyance.
Le pouvoir, Bah je oui, dirais le pouvoir de la foi plutôt, oui, oui, effectivement. Ouais. Ouais. oui, la méthode Coué, elle est connue, hein, mais c'est vrai, Philippe, mais Sylvain. Mais par contre, c'est effectivement réel et c'est en fait résumé par le dicton l'espoir fait vivre. Alors on peut aussi vivre d'espoir que les choses qui paraissent extraordinaires deviennent banales, comme par exemple de guérir une jambe cassée, comme le citait à l'instant Monsieur Coué. Là. Ça marche. Ça a marché avec un homme au moins auquel je pense, qui est celui qu'on a appelé jusqu'à maintenant Maître Philippe de Lyon, qui était un thaumaturge, c'est-à-dire qu'il guérissait à peu près tout ce qui passait entre ses mains, et même pas forcément entre ses mains. Y compris les jambes cassées, comme on dit. Hein. Tout, absolument tout. Et il a fait industrie de son don, car c'en était un. Il a été poursuivi par l'ordre des médecins, comme de bien entendu. Il passerait aujourd'hui pour probablement un homme sectaire, un homme de secte, parce que justement, il n'était pas dans la doxa. Mais comme il a sauvé l'enfant du juge qu'il avait condamné de pratique illégale de la médecine, il a sauvé son fils. Eh bien, comme par hasard, il a eu beaucoup moins d'ennuis après, quoi. Et aujourd'hui, on en est au même point lorsque on nous dit, par exemple, que Monsieur Raoult est un organisateur de secte, est un gourou de secte, et que finalement, on a la liste assez complète d'ailleurs de tous les membres du gouvernement qui ont fait appel à ces services dans le cadre du confinement et de la Covid-19. Et là aussi, on est non seulement dans une hypocrisie, mais on est dans une volonté de cacher, on est dans une volonté de dire le vrai, de ne plus dire le vrai et de dire le faux. Donc là, nous sommes dans une dérive totalitaire où on nous dit ce qu'il faut penser contre l'évidence. Voilà. Philippe, d'ailleurs, on peut dire que la secte n'est pas celle qu'on croit, qu'on veut faire croire aux gens, parce que si on prend les définitions d'une secte, ce sont des organismes dans lesquels on rentre et dont on ne peut pas sortir et qui nous prennent notre argent. Eh bien, j'ai l'impression que si on regarde ce qui se passe actuellement avec l'oligarchie qui tente de nous gouverner, eh bien, que ce soit via Bercy ou via d'autres systèmes, eh bien, on s'aperçoit qu'on est bien dans une secte dont on est de naissance, d'office membre, et dont on ne peut pas sortir et qui nous ponctionne en permanence financièrement. C'est de la Et République en que plus tu es de en train de ça, parler, Bruno. exactement, et Ouais. avec en plus une pensée unique contre laquelle on ne peut pas s'élever, sinon on est considéré soit comme, selon les mots, hein, soit comme d'extrême droite ou d'extrême gauche, soit comme complotiste, soit comme populiste, avec évidemment une déformation complète de tous ces mots qui ne correspondent pas du tout à leur définition dans le dictionnaire. On est coincé à l'intérieur et ils nous volent notre argent. Oui, c'est une bonne définition de la République française. Oui, oui. Aujourd'hui, effectivement, donc on voit des sectes partout. Alors il y en a une à laquelle on pense depuis longtemps, mais qu'on n'ose pas, dont on n'ose jamais dire le nom parce qu'elle nous fait peur. Hein. Est-elle une secte dans le sens des critères de la Miviludes? Vous savez, la Miviludes, c'est cet organisme d'État qui définit les critères sectaires. Alors, qu'est-ce qu'une secte? À quoi reconnaît-on une secte? Alors il y a une quinzaine ou une vingtaine de critères qu'on va remplir à 100% ou à 10% ou à 17 ou à 25%, peu importe. Et dans le cas de la secte en question, ben on se demande à quelle case échappe ce qui devrait être considéré comme une secte de la maçonnerie, tout simplement. Alors, on aimerait bien se faire expliquer par des gens savants pourquoi la maçonnerie, la franc-maçonnerie, ne serait pas une secte. Point d'interrogation, sachant que il y a 80 à 90% du personnel parlementaire et de l'exécutif qui appartient à ce que eux-mêmes désignent comme une organisation philosophique. Alors Philippe, si on peut parler des réactions des Français face au totalitarisme, on constate quand même, comme ça s'est passé d'ailleurs en 1942, quand les premiers résistants ont commencé à se réunir, là effectivement à l'époque l'espoir faisait vivre, parce qu'à part l'espoir, il n'y avait pas grand-chose d'autre pour pouvoir garder le moral. Eh bien, malgré tout, ils ont fini par gagner. Et actuellement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que selon des statistiques et selon des sondages, il y a déjà sur 68 millions de personnes, environ 10 millions de personnes qui se déclarent et qui se comportent et qui agissent comme des résistants par rapport au système. On peut constater aussi que sur notamment des réseaux sociaux, moi je parle par exemple de VK, qui réunit de plus en plus de gens étant donné que sur Facebook il y a de la censure, eh bien sur VK, tous les groupes qui existent actuellement, en l'espace d'un an,
le nombre de membres, le nombre d'adhérents, le nombre de followers ou d'abonnés a doublé. Donc il y a une force qui se produit tout doucement, qui grandit, où le peuple français commence à prendre conscience de ce qui se passe. Et par rapport à tout ça, on peut s'apercevoir que des organismes se créent, qui sont des organismes qui se mettent en place pour contrer les organismes officiels. Je peux parler, par exemple, au niveau de la médecine, du Conseil scientifique indépendant ou d'un nouveau conseil qui veut remplacer le Conseil de l'ordre des médecins, où un certain nombre de médecins de plus en plus nombreux se mettent à adhérer. On peut parler aussi de groupes comme les contribuables associés, qui existe depuis très longtemps. Avant, c'était la Ligue des contribuables. Maintenant, ça s'appelle les contribuables associés, où de plus en plus de gens s'élèvent contre la gabegie et contre la folie fiscale, contre le vampirisme de l'État français. On peut constater aussi que chez les agriculteurs, la coordination agricole ne dépend pas des syndicats officiels comme la FNSEA, dont les dirigeants sont grassement payés. Donc, on a de plus en plus de gens qui s'écartent je dirais des corps constitués pour créer des mouvements indépendants, comme les Gilets jaunes, par exemple, comme les Gilets jaunes, malgré le fait qu'ils aient été récupérés par des politiciens en partie, et aussi que les syndicats aient essayé de les noyauter, mais qu'ils n'y soient pas arrivés. Donc, on s'aperçoit que les réactions du peuple face à un système qui est de plus en plus ouvertement totalitaire, les réactions, elles sont multiples, elles se développent de plus en plus jusqu'au jour où la masse critique sera atteinte. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le peuple se tournera vers le seul rempart qui existe pour l'oligarchie, c'est-à-dire les gens qui sont armés légalement, c'est-à-dire les forces de l'ordre, ce que nous appelons en réalité les gardiens de la paix. Et là, à partir du moment où tous ces membres des forces de l'ordre se rendront compte que le peuple maintenant tout entier n'est plus d'accord avec ce qui se passe, tout simplement, comme eux aussi font partie du peuple, eh bien, ils n'auront plus peur d'intervenir et ils n'auront plus peur de prendre en main donc l'article qui existe dans leur code de déontologie qui leur dit qu'il faut arrêter d'obéir à des ordres qui sont liberticides et qui sont contre le peuple. Comme le dit la Déclaration des droits de l'homme, les forces publiques sont là pour protéger le peuple et non pas les gouvernants. Absolument. Et donc, qu'est-ce qui fait l'unité de toutes ces corporations? Parce que on parle de corporations avec les agriculteurs notamment, qui bougent parce qu'ils sont agriculteurs, d'autres bougent parce qu'ils sont autre chose. Qu'est-ce qui va faire le lien et le liant, je dirais, entre tous ces mouvements? C'est justement la proposition du CNTFCH, du Conseil national de transition canal historique, dont je vous rappelle que vous pouvez aller trouver ces propositions sur conseilnational.fr, qui est tout simplement le site du CNTFCH. conseilnational.fr en un seul mot et en minuscule. Voilà, donc c'est à partir de ce que nous produisons nous, qui est le fruit des idées de tout le monde, dans le cadre d'une réflexion collective, en faisant travailler ce qu'on a appelé nous le cerveau collectif, mais c'est vieux comme la démocratie. Alors, quelle démocratie? Évidemment, donc la seule, la vraie, l'unique, l'authentique, celle qui a existé entre le 5e siècle, au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ, et que nous n'avons jamais sur cette planète retrouvé dans aucun exemple historique connu en tout cas. Et dont nous nous inspirons aujourd'hui en nous disant pourquoi ne pas retrouver l'esprit? On n'est pas nécessairement obligé de tout reprendre puisque les temps ont un peu évolué, mais sur le fond, dans l'organisation de la cité et du vivre ensemble, eh bien les choses sont restées en l'état. Finalement, les êtres humains restent des êtres humains avec leurs défauts, leurs qualités, leurs particularismes, et puis surtout, il y a toute une oligarchie. Donc c'est un mot qu'on emploie souvent chez nous, mais qui correspond à quelque chose de précis. C'est le gouvernement des peu. Pour gouverner tout le monde. Voilà, c'est ça l'oligarchie. Alors que qu'on soit roi, qu'on soit tyran, qu'on soit empereur, qu'on soit ce qu'on veut, c'est l'oligarchie. Voilà. À ne pas confondre avec l'oligarchie dont on a souvent parlé pour les manias de la russe qui avaient racheté les entreprises russes pour leur propre intérêt personnel, qui est encore autre chose. L'oligarchie, c'est la direction d'un petit nombre sur la grande masse. Alors évidemment, la grande masse a depuis longtemps cherché à s'émanciper de cette oligarchie, mais ça n'a jamais été possible parce que on leur a démontré que c'était l'intelligence, c'était la race, c'était le sang qui faisait que cette oligarchie était naturellement désignée pour gouverner, et c'est difficile d'aller contre ce genre d'argument.
puisque de toute manière, plus on avance et plus le peuple est ignorant. Plus il est ignorant, moins il va chercher à savoir et à comprendre. Et donc, il est confiné, pour le coup, à titre tout à fait exact, il est confiné dans une forme d'ignorance, bêtise, stupidité qui est naturelle et dont se moquent les oligarques, alors que c'est eux qui sont à l'origine de tout ça, bien évidemment. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la connaissance et l'information, elle arrive par un tuyau qui s'appelle Internet, qui arrose à peu près tout le monde. Et pour ceux qui veulent aller à la source, il y a moyen de se renseigner sur ce qui se passe vraiment, et le monde dans lequel nous vivons, dans le monde dans lequel nous avons vécu, et dans le monde dans lequel nous pouvons possiblement vivre demain. Voilà, donc ce qui fait la peur panique de ces oligarques, c'est que justement aujourd'hui, tout ce qui a été dit depuis des siècles dans les termes de la religion, justement pour confiner un peu plus les gens du peuple, tout ce qui a été dit au niveau politique, tout ce qui a été dit au niveau économique, etc., eh bien est désormais challengé parce que les gens comprennent la réalité. Quand nous avons dans un poste de télévision sur une chaîne qu'on va nommer qui s'appelle CNews, un agriculteur qui déclare que pour sauver la situation, il faut se débarrasser de l'équipe de Monsieur Macron, 2, sortir de l'Europe. Si ça, c'est pas de l'engagement politique et si c'est pas de la réflexion, je n'y connais rien. Or, qu'est-ce qui a rendu possible cet engagement et cette réflexion? C'est la connaissance et l'information, tout simplement. Donc, voilà. Philippe, je t'interromps 2 minutes, 2 secondes, pour dire que depuis que CNews a été victime dans ces derniers jours de cette tentative de censure, eh bien, l'audience, elle a bondi. L'audience a bondi, donc le peuple se rend compte très vite de ce qui se passe. Et comme le dit si souvent Jean-Pierre, ici présent, de plus en plus de petits groupes se créent dans le peuple, qui sont un peu dans le genre des cercles de parole dont tu parles souvent, Jean-Pierre. De plus en plus de gens se réunissent et commencent à créer, je dirais, des petites forces un petit peu partout dans les départements qui deviennent de plus en plus importantes et qui s'opposent donc au diktat du gouvernement et je dirais de la différentes formes de tyrannie, que ce soit la tyrannie au niveau du système financier, système bancaire, au niveau des impôts, au niveau des lois qui passent sans arrêt et qui sont de plus en plus liberticides. Et alors qu'en 2008, la Constitution est considérée par nous comme étant complètement caduque à partir du moment où le référendum de 2005 n'a pas été respecté. Donc on a des lois liberticides qui s'accumulent et qui limitent de plus en plus la liberté des gens, alors que c'est totalement contraire à la Déclaration des droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose dont les gens maintenant commencent à se rendre compte. Parce que c'est plus, le temps, il est fini de l'époque où on votait au plein mois d'août des lois pour augmenter les prix en cachette pendant que les gens étaient en vacances, les prix de l'EDF et autres. Là, maintenant, ça se fait au grand jour. Donc, c'est tellement devenu visible, c'est tellement devenu énorme qu'on ne peut plus prendre les Français pour des imbéciles. Justement, donc Bruno, tu parles de 2008, effectivement. La conséquence, c'est que nous ne sommes pas dans l'Europe. La conséquence, c'est aussi que tous ceux qui se disent représentants de l'État, présidents, ministres, députés, sont des usurpateurs de fonctions publiques qui occupent l'appareil d'État sans droit ni titre. Et tous ceux qui obéissent à ces usurpateurs, c'est compliqué ce mot, se rendent donc coupables d'appliquer des lois illégitimes et de faire croire à tout le monde que tout est normal. Voilà, et par conséquent, toutes les lois, y compris le fameux article 4, n'est-ce pas, qui est passé à l'Assemblée après n'être plus être passé, d'être retiré et remis, une loi qui limite donc la liberté d'expression, ou peut-être que dans ce que je dis là, peut-être je me rends coupable sans m'en rendre compte, sans le savoir. Donc, nous devons dire non, ça suffit. N'attendons pas qu'on nous donne la liberté, mais prenons-la en toute légitimité et légalité, parce que tout est illégitime. Donc, nous n'avons pas à obéir à des lois liberticides. D'ailleurs, Christiane, les plus grands usurpateurs, ils se trouvent actuellement à Bruxelles. C'est la Commission européenne qui n'a été élue par personne et qui a un pouvoir exorbitant sur tous les pays. Et c'est pour ça que les agriculteurs manifestent, et pas seulement en France, mais dans presque tous les pays d'Europe actuellement. C'est ça. Alors, j'ajouterais à tout ce que vous venez de dire, qui est fort juste, que nous ne sommes pas plus, en tout cas, à la recherche de héros. Vous savez, les héros, c'est ceux qui ont sillonné l'histoire de France ou d'ailleurs. Ouais.
et qui à la fin il meurt. C'est dommage, et il meurt s'étant sacrifié pour le reste de la France, et ça leur a pas porté chance. Et finalement, les choses reviennent comme avant au bout d'un certain temps. Alors on applaudit ces héros, évidemment. On dit qu'ils ont été tués par l'ancien régime, donc la royauté, mais bon, c'est pas forcément le cas. Alors que nous avons des héros qui sont nés sous la République et qui en sont morts. Bon, bref. Donc, on cherche pas de héros, on cherche simplement à faire prendre conscience, et une fois qu'on a pris conscience, eh bien, les peuvent se rassembler, peuvent discuter entre eux et se dire, voilà ce qu'on a envie de faire. Alors voilà, comme on est souverain, on va demander à nos représentants de bien vouloir le faire à notre place. Et s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils nous envoient les gendarmes en guise de réponse, à ce moment-là, on reprendra la souveraineté qui nous ont pris depuis le début et que nous n'avons plus jamais retrouvé. Ben, voilà. Donc il faut reparler de démocratie avec de démocratie directe, il faut parler de démocratie qui n'accepte pas la représentativité, il faut parler de la démocratie qui accepte le tirage au sort comme un moyen de supprimer à terme la corruption, et il faut également accepter l'idée que chaque personne qui est amenée à faire des lois dans un groupe, dans une assemblée quelle qu'elle soit, eh bien c'est pour une durée déterminée et qu'il ne pourra pas le faire une deuxième fois. Voilà, c'est tout simple. Les définitions de la vraie démocratie, on vient de vous la donner à l'instant là. Ceux qui se grattent la tête en disant mais au fond, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Quand la phrase démarre comme ça, c'est déjà mal parti, quoi. Ça veut dire que la personne va déjà nous expliquer que c'est brumeux et va nous embrouiller forcément pour nous dire qu'à la fin, on nous dire que quoi? Qu'on est déjà dans le meilleur des régimes et qu'il n'y a pas possibilité de faire mieux et qu'on a rendez-vous régulièrement à chaque fois qu'il faut aller aux urnes pour manifester notre liberté et notre démocratie. Eh ben non, c'est pas ça la démocratie. Voilà. Alors Philippe, un bel exemple de démocrate, un bel exemple d'animal libre et démocrate, c'est le chat. On vient de voir un chat chez Christiane. Ben, le chat, c'est un animal qui est libre. Le chat, c'est pas nous qui le choisissons. On n'est pas maître du chat. Le chat est maître chez lui. Le chat nous considère comme ses amis, mais pas comme ses maîtres. Un chat, il fait ce qu'il veut. Un chat, il est indépendant. La preuve, c'est qu'on vient de le voir passer là. Il a eu envie de passer, donc il est passé. Et c'est ça en fait la démocratie, c'est d'avoir des citoyens et des personnes qui sont indépendantes et qui sont libres. La démocratie, c'est les câlins aussi, c'est génial. Et moi, ce que je voulais ajouter, c'est que j'encourage chaque personne, parce que c'est une question individuelle et collective en même temps, à aller sur le site dont a parlé Philippe tout à l'heure, conseilnational.fr, et d'imprimer pour avoir sur lui son avocat portatif, je dirais. C'est-à-dire que sur le site, vous avez actuellement un texte dans vos droits qui s'intitule liberté de conscience, quelque chose comme ça. Exercice de ma liberté de conscience. Et donc, ça vous permet, si jamais vous êtes embêté, etc., de pouvoir vous défendre par rapport aux lois qui existent sur la liberté de conscience. L'importance, Christiane, de ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, on a travaillé au Conseil national de transition français canal historique pendant plusieurs années pour mettre en place des documents juridiques et des textes qui permettent à chaque citoyen de se défendre contre justement les lois liberticides et le totalitarisme d'une manière légale, d'une manière non violente. Et c'est pour ça que notre but actuellement, c'est d'informer en permanence la population pour qu'un jour tout le peuple comprenne et prenne conscience de ce qui se passe et que le changement de société s'effectue non dans la violence. On ne va pas se tirer une balle dans le pied parce qu'on ne va pas détruire des monuments, détruire des bâtiments comme ça s'est passé pendant les émeutes l'été dernier ou pendant la Révolution française. Le but, c'est de pouvoir changer de système d'une manière pacifique et que le système totalitaire et tyrannique qui peut exister actuellement s'effondre de lui-même face au nombre, face à la force tranquille du peuple. Et pour ça, les agriculteurs nous ont donné un bel exemple il y a quelque temps et je pense que ça va recommencer et que on souhaite, nous, que tout le peuple rejoigne les agriculteurs étant donné que sans eux, on n'a rien à manger. J'ai du mal avec l'expression la force tranquille. Hein. Moi, ça me ramène dans les années 80 avec une belle rose. Je sais pas si vous en avez un souvenir. La force tranquille. Ah, c'est difficile d'avancer dans le temps sans retomber sur des expressions qui ont déjà servi. Encore un usurpateur.
Ça, effectivement, il suffit de lire le livre de Jean Montaldo, Mitterrand et les 40 voleurs, et on comprendra. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on va recevoir prochainement ici sur nos émissions, Madame Ariane Biran, alors qui a écrit un livre majeur sur voilà la psychopathologie du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est un mot qu'on a prononcé plusieurs fois. Alors redéfinir le totalitarisme, pourquoi pas, mais c'est quand un gouvernement s'occupe de toute notre vie, y compris notre vie intime. Si je fais court, c'est ça. Et elle dit elle-même que les méthodes qui ont été mises en œuvre pour le mettre en place sont assez imparables et que les peuples ne donnent pas l'impression qu'ils sont en situation de réagir. Alors évidemment, on va pas se mettre d'accord sur ce point avec elle, puisque nous prétendons au contraire que plus nous approchons, je dirais, de la ligne de non-retour, c'est-à-dire d'un moment où on ne pourra plus redevenir ou devenir tout simplement des souverains et des citoyens, plus on approche de cette ligne et plus on se rend compte que les soubresauts sont violents. Alors on a pris l'exemple des marchands tracteurs, de la révolte des agriculteurs qui ont des droits pour ça, et on va pas rentrer dans le détail ce soir sur les raisons pour lesquelles ils sont dans cette situation, mais il y a d'autres exemples. Et puis on s'aperçoit que le totalitarisme, il peut aussi arriver lorsque vous avez un avocat qui est arrêté par la police à 6 heures du matin, il se reconnaîtra ou elle se reconnaîtra, et à qui on dit, les policiers disent, cher maître, si vous continuez de défendre certains clients que vous avez, vous serez mécaniquement accusé des mêmes torts que lui. Alors, ce qui est évidemment un déni de justice et un déni de droit. Donc, on s'aperçoit que pour avancer sur la logique de totalitarisme, il est question de supprimer justement la logique, de supprimer le bon sens, et puis carrément de supprimer une forme de droit qui jusqu'à maintenant servait quand même à tout le monde. Et que désormais, ils se réservent à eux-mêmes. C'est-à-dire, le droit n'est fait que pour eux. Nous n'avons que des devoirs, eux n'ont que des droits. Et ça, c'est quelque chose de relativement difficile à piloter, à gérer par les temps qui courent, puisqu'on ne sait jamais quel argument va être sorti pour contredire les arguments de bon droit que nous, au sein du CNTF/CH ou d'ailleurs, nous sommes amenés à mettre en avant. Voilà. Donc cette bagarre juridique, elle est effectivement importante, mais elle doit s'accompagner d'une prise de conscience telle que, à un moment donné, il faut savoir aussi dire tout simplement, on ne veut pas s'affronter parce qu'on sait que vous avez des armes, donc on tourne le dos et on fait par nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver, et qui va forcément arriver à un moment ou à un autre, que ce soit en France ou ailleurs. Et c'est déjà le cas avec les BRICS, vous savez, les fameux pays, les BRICS qui ont tourné le dos aux pays de l'OTAN et qui ont dit, ben nous, on se reconnaît pas dans ce type de projet, donc on veut mener un autre projet. Et ils se sont scindés et ils se sont réunis ailleurs, entre la Chine, la Russie, l'Inde, certains pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Ça s'appelle les BRICS. Et nous n'y sommes pas. Alors nous sommes du côté de Monsieur Biden, des États-Unis, et bien entendu au travers de l'Europe administrative et politique, sous l'égide de laquelle nous nous trouvons et dont nous avons tous les jours à nous plaindre, parce que justement cette Europe, elle progresse vers une logique soviétique, tout simplement, et c'est pas nous qui le disons, c'est les anciens soviétiques eux-mêmes. Donc voilà, donc ça on veut plus, et la seule solution, sans rentrer dans des bagarres infernales, c'est de travailler localement d'abord, à refaire société localement avec des règles qui sont refondées, et puis évidemment à étendre le système, et puis dire à une gouvernance que nous n'obéirons désormais plus à des lois illégales, tout simplement. Merci Sylvain, et merci à chacun et à chacune. Effectivement, j'ai quelques petites choses à signifier. Je me suis senti infiniment triste en voyant la vidéo sur les rats, que des gens soient capables de torturer un être sous prétexte qu'il est différent de soi. Et par la suite, je me suis senti heureux que de plus en plus de véritables scientifiques refusent de torturer quelque espèce que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit. La torture est non seulement un non-sens, elle est inacceptable pour toutes les espèces. Donc, je me sens plus heureux en pensant effectivement
que si quelques personnes déraillent sur la Terre, il y en a quand même quelques milliards qui vivent paisiblement en se fichant de plus en plus de ce que font les criminels qui prétendent avoir le pouvoir sur eux. Alors ça, c'est un bonheur quotidien. Je me dis, dans ma rue, les gens se sont parlé, se sont dit bonjour. Combien de personnes ont vécu paisiblement? Certainement, au moins 9 milliards sur 10. Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le monde va pour le mieux. Parce que si nous regardons, comme c'était proposé en début d'émission, le côté plein du verre, d'abord, il n'est pas trop plein, ça évitera de se saouler. Et deuxièmement, eh bien, il y a suffisamment de quoi s'abreuver. Et il y a suffisamment dans le monde, regardons s'il vous plaît autour de nous, plein de gens se saluent respectueusement. Il y a une infime partie de criminels. Et malheureusement, effectivement, ils ont des moyens de se faire entendre plus fort que les autres. Pourquoi? Parce que chacun sait que ce qu'ils disent ne vaut que la peine de la compassion. La peine ou la joie d'ailleurs de compatir, mais dans ce cas-là, ça commence par une peine. Merci d'avoir entendu. J'ai le pouvoir. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai le pouvoir de me sentir. Je me suis senti infiniment triste au point d'en pleurer. Et je me suis senti après heureux de penser à tous les gens qui refusent la torture. Donc j'ai ce pouvoir de me sentir. Et le seul pouvoir, je le répète, le seul pouvoir véritable qui puisse exister, c'est le pouvoir avec l'autre et avec soi-même. Merci. Merci Jean-Pierre. Je vais essayer. Oui, un petit mot, Bruno? Oui, je voulais juste rajouter à ce que tu viens de dire et à ce que a dit Philippe, que quand on parle des BRICS, on regarde les pays comme la Chine, l'Inde, la Russie et autres, ce ne sont pas des modèles de démocratie. Mais on constate quand même que dans tous ces pays, le peuple, de plus en plus, se développe, de plus en plus s'enrichit, de plus en plus arrive à mieux vivre, alors que chez nous, on dit qu'on est dans une démocratie, mais en fait, on ne l'est pas, et le peuple est de plus en plus pauvre et de plus en plus persécuté. Donc, il y a de quoi se poser des questions sur ce que c'est que la vraie démocratie, qui malheureusement n'existe ni d'un côté ni de l'autre. Alors pour te compléter, Bruno, il faut rappeler la démocratie assassinée d'Ephialtis, qui est le livre de Jota Angelaki, et qui est toujours disponible en passant par nos services, en allant poser la question est-ce qu'on peut encore avoir un livre en passant par le mail, l'adresse mail du CNTFCH. C'est tout à fait possible encore. Hein. Voilà. Pour une dernière petite chose, n'en déplaise à tous ceux qui peuvent penser qu'on est des personnes financées ou soutenues ou donc payées par différentes forces de police, des GSI, des GSE et autres macroniens. Eh bien, nous avons donc en fait besoin de dons et d'adhésion pour pouvoir vivre au niveau de notre association et pouvoir financer les émissions que nous faisons. Donc, c'est encore un petit appel que nous faisons aux personnes qui nous suivent, membres ou non membres, pour qu'ils comprennent que notre association qui est légalement inscrite et qui déclare aux impôts et qui déclare toute sa comptabilité sans qu'il y ait des détournements de fonds ni quoi que ce soit, contrairement à certains syndicats dont les dirigeants touchent des salaires de 15 000 euros et plus, eh bien nous, on a une petite cotisation de 5 euros par an pour les gens qui veulent adhérer et on accepte avec bienvenue tous les dons que les personnes qui nous suivent peuvent faire, ce qui nous permet de vivre et de survivre. Voilà le CNTFCH est comme le chat, il est totalement indépendant. Il faut le comprendre comme ça. Oui, Jean-Pierre, un petit mot. Oui, il y a des peuples qui vivent en pleine démocratie et ils existent encore. Je pense aux aborigènes australiens particulièrement. Je pense aussi aux Amérindiens qui restent parqués dans certaines réserves. Toutefois, ces peuples ont été massacrés précisément parce qu'ils vivaient en démocratie dans des petits groupes qui s'entendaient parfaitement. Donc, bien sûr, nous pouvons ne pas en tenir compte parce qu'ils n'ont pas laissé d'écrit. Ils ont juste laissé le témoignage de leur vie en mémoire, de leur vie simple, bienveillante pour chaque être,
et juste. Merci d'avoir entendu. Je vais conclure cette émission rapidement, oui, parce que en 3 mots, tout simplement, résistance, paix et liberté. Merci messieurs, dames, merci Jean-Pierre, merci Bruno, merci Philippe, merci Christiane, merci à vous également qui nous avez accordé cette petite demi-heure. On se retrouve juste après le week-end, lundi aux alentours de 19h30. Excellente soirée.